Alors, il nous faut avancer et puis passer vers les lieux de savoir. Alors, évidemment, on ne peut pas se passer de regarder les premières écritures. Et je reprends un propos de M. Crommelin, d'ailleurs récent, enfin pas récent, mais enfin, disons qui était en ligne, que j'ai vu en ligne récemment, sur l'histoire de l'écriture. Effectivement, l'écriture c'est récent, l'écrit c'est récent. On l'a inventé récemment, et on le voit à travers ces photos que je montrais à l'instant, qui sont des reproductions d'Ostracon en particulier. Et pour rappeler quand même que ce travail, il avait quand même une fonction, ce passage à l'écriture a une fonction sociale dont on va parler. Et cette fonction sociale, c'est la première, c'est la trace de l'économie. N'oublions jamais que la première fonction de l'écriture, c'est se souvenir des actes économiques, des actes de vente, des actes d'achat, des actes de transmission. C'est intéressant de dire que l'écriture est liée à l'économie et non pas à la culture et au savoir, hein. Ou plutôt de considérer que le savoir premier, c'est le savoir économique. Garder la trace, c'est aussi transmettre du sens et transmettre au sens et faire passer, au sens de faire passer, pardon. Alors, je m'explique. Pour moi, le mot « transmettre » ne doit pas être conçu comme les informaticiens le conçoivent. C'est-à-dire que les informaticiens ont tendance à dire « on transmet un signal ». Mais pour moi, transmettre, c'est ce qu'en disent les anthropologues, c'est le passage. Et il y a de multiples façons de transmettre. Les parents transmettent à leurs enfants. Lorsque nous dialoguons de manière informelle, nous transmettons. La transmission, ce n'est pas que le magistro-centré, ce n'est pas que l'expositif. La transmission n'est pas la diffusion. On confond trop souvent, et c'est le reproche que je fais à Marcel Gauchet d'ailleurs, c'est qu'il confond transmission et diffusion. Nous continuons de transmettre. Et ce qui est formidable avec le numérique, et en particulier avec Internet, c'est que c'est un formidable réservoir pour transmettre. C'est un réservoir de transmission fantastique. Alors, c'est aussi engager une conservation des faits, des vies, des mythes et des croyances. C'est-à-dire que le passage à l'écrit, le passage à la trace, c'est aussi, et là on le voit en particulier en Égypte, hein, en Égypte ancienne, et on le voit après ça avec Rome et avec la Grèce et Rome, il s'agit de conserver des mythes, des croyances. La religion, les religions s'emparent fortement de ces langages, mais la religion, les religions ont posé un problème très important par rapport et à l'écrit, les religions du livre, mais aussi par rapport à l'image. Regardez aujourd'hui la question que pose la représentation du prophète chez les musulmans, par rapport à la représentation de Dieu et de Jésus-Christ chez les catholiques et les chrétiens. Et vous verrez qu'effectivement, là, il y a une vraie question sur le rapport à la trace, à l'écrit, à l'image et à ce qu'on en fait. Alors, évidemment, il y a la grotte de Lascaux et les Magdaléniens qui montrent quand même que derrière ça, il y avait aussi... Alors, il y a des thèses différentes hein, sur l'origine de ces fresques, mais on pense aussi qu'il y a un côté magique très fort derrière cela. Il nous faut avancer sur le conserver parce que la conservation permet la mémoire, elle permet le culte, elle permet la transmission. C'est très important, la conservation. Mais elle nécessite des lieux, des installations, des supports, le papier, maintenant, mais jadis la pierre, etc., l'argile, et des compétences. Il nous a fallu des scribes, il nous a fallu des sculpteurs, il nous a fallu des gens pour faire cela. Alors, ça donne naissance à ça. D'un côté, évidemment, la bibliothèque d'Alexandrie et Alexandrie, et de l'autre côté, le château qui a inspiré Umberto Eco dans Le nom de la rose. Hein. J'insiste beaucoup sur cet ouvrage et sur l'œuvre d'Umberto Eco qui me paraît essentielle pour en parler. Alors, nous arrivons évidemment à la question de l'information au savoir. Alors, je voudrais rappeler, parce qu'il y a des fois aussi j'ai un débat sur le terme savoir au singulier, savoir au pluriel. Alors, pour moi, le mot savoir est un verbe et un substantif en même temps. C'est un verbe d'action qui désigne un sujet. Je veux savoir. C'est le sujet du savoir. Donc, c'est une action. Savoir, c'est une action d'abord. D'accord ? C'est un verbe d'action. Mais c'est un mot singulier et c'est un mot absolu. Il est singulier et absolu dans quelle mesure ? Dans la mesure où le savoir est quelque chose qui a pris une telle dimension imaginaire qu'on en fait une valeur, je dirais même parfois au-delà de ce qu'elle est. Les scientifiques savent bien que les savoirs sont attestés à un moment donné, mais qu'ils évoluent et que les instruments de travail nous permettent de découvrir de nouveaux savoirs. On le sait, les neurosciences le savent bien. Mais quand on va parler des savoirs, cette fois-ci, quand on va parler des savoirs, on va parler des cultures, on va parler des partages, on va parler de société. C'est pour ça que j'emploie le mot savoir au pluriel.
et non pas au singulier, pour ne pas tomber dans cette mythification ni uniquement dans l'action, même si j'apprécie beaucoup cela, mais c'est parce que derrière ça, nous travaillons sur un partage. Les savoirs sont tous les savoirs et non pas un savoir quelque part. Et les savoirs populaires, les savoirs de tous, sont évidemment, et c'est le sens que nous donnons au mot culture d'ailleurs, au sens anthropologique du terme, qui est globalement lié à tout ce que l'humain peut produire. Faire passer les faits de l'information au savoir ou au savoir, c'est faire acte de connaissance. Alors, j'ai un petit schéma pour montrer cela. En fait, voilà en bas, il y a les faits sont transformés en information, l'information étant la transformation d'un fait en signe transmis. Puis, nous élaborons nos connaissances, chacun de nous, et c'est là que les savoirs vont émerger. Les savoirs émergent des connaissances des différentes personnes, et on érige un savoir lorsqu'il est suffisamment stabilisé dans différentes populations, les connaissances. J'insiste, ce processus est un processus montant ici, et évidemment descendant. Puisque, une fois qu'on est arrivé au savoir, la force, c'est de le confronter, et ça c'est le problème des scientifiques, mais aussi c'est le problème de chacun de nous, c'est d'aller vérifier que toute cette théorisation de la pratique est bien réalisable et vérifiable. Ça, c'est là aussi la démarche scientifique. Et je vous invite beaucoup à faire travailler les élèves et les jeunes là-dessus, sur ce processus du fait au savoir et du savoir au fait, parce que c'est extrêmement structurant pour comprendre justement la construction de ce qu'est notre culture au quotidien. Alors, continuons un peu plus loin. Les savoirs sont à conserver, bien évidemment. Alors, attendez, j'ai un petit souci de présentation. La mise en lieu des savoirs. Parce que moi, je suis allé un peu vite. Non, je ne suis pas allé un peu vite. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est toujours la même chose avec les présentations. La mise en lieu des savoirs. Donc, il a fallu les enfermer dans un lieu. Les savoirs, ils sont à conserver, alors que l'information est éphémère. Regardez... aujourd'hui, quand vous allez sur un réseau social, dernier arrivé, premier vu. Premier arrivé, premier perdu. Autrement dit, on enfouit. Vous savez, un réseau social, vous prenez Facebook par exemple, c'est exactement comme la une de vos journaux. Il en faut une chaque jour, quoi. Donc il faut bien un truc en haut. Même si c'est n'importe quoi, il faut un truc en haut. Mais ce qui est en bas, ça va où après? Ben, ça disparaît. Ça devient ce qu'on appelle une littérature grise, ça n'a plus de valeur. Et comment ça devient autre chose que simplement une sorte de poussière de fait. Alors, l'information est éphémère. Donc, dès qu'on veut la conserver, il nous faut des structures, il nous faut des lieux. Regardez comment, aujourd'hui, se pose la question de la conservation de l'audiovisuel, puis maintenant de l'Internet. Regardez le nombre de choses perdues. Sans compter qu'évidemment, il y a tellement de choses déjà non perdues que nous ne pouvons pas y avoir accès, là qu'en plus, si on y ajoute ce qui est perdu, vous voyez. Les bibliothèques et les musées ont d'abord été constitués donc comme des lieux de conservation du savoir. Il s'agissait de conserver le savoir d'abord. Les universités, les églises et l'école ont été considérés comme des lieux de diffusion de savoir. En fait, ce sont les deux piliers aujourd'hui de ce que nous avons comme institution liée au savoir. Ces bibliothèques et les musées d'un côté, et les structures autour, et puis tout ce qui est le monde de l'enseignement qui avait le but de la diffusion des savoirs. Diffuser les savoirs, de la fin du Moyen-Âge à l'époque contemporaine, la diffusion des savoirs dans la société est un enjeu politique lié au pouvoir. Reprenez Michel Foucault et Surveiller et punir. Elle se renforce avec les réseaux, avec les techniques de reproduction, les réseaux centralisés. La première étape de l'informatique, c'est des réseaux centralisés qui diffusent. Mais les réseaux de chemin de fer, c'est des réseaux centralisés. Les réseaux de circulation automobile, c'est des réseaux centralisés. La France, là-dessus, probablement plus que la Belgique, pour des raisons historiques, est vraiment championne en la matière. Championne, moi qui circule beaucoup d'un bout à l'autre de la France et au-delà, en tout cas, je peux vous dire qu'en France, c'est assez costaud d'aller d'un endroit à un autre sans passer par Paris. On ne sait pas comment faire. Je crois qu'on n'a pas compris. D'ailleurs, tout ce qui est transversal, ça n'existe pas. On laisse des zones... Bon. Mais c'est intéressant, si vous voulez, parce que ça nous montre que derrière ça, on a besoin de garder le pouvoir. C'est pour ça que Michel Foucault, lorsqu'il évoque Bentham et comment dire, la manière dont sont construites les prisons aujourd'hui, ont été construites les prisons jusqu'à récemment, il consistait de pouvoir regarder tout le monde. Le panoptique, c'est regarder tout le monde d'un coup d'œil sans avoir à se déplacer. Surveiller.
surveiller. D'ailleurs, on a construit quelques écoles comme ça. Alors, ce qui est amusant, c'est que même quand il n'y a pas de mur, on refait l'école de la même façon pour pouvoir surveiller tout le monde. Regardez, en bas à droite, c'est une photo prise pendant la guerre 14-18. Il n'y avait plus de mur. C'était du côté de Verdun, sauf que l'institutrice avait retrouvé quelques mobiliers et donc a refait immédiatement la classe. Et l'intérêt de cette classe-là, c'est que je peux voir tous les élèves et voir s'ils travaillent. Alors maintenant, il y a certains qui disent « Ouais, mais ce serait mieux si j'étais derrière pour regarder ce qu'ils font, parce que quand je les regarde devant, je vois bien qu'ils travaillent plus ou moins, mais je ne sais pas ce qu'ils font. Alors maintenant, je me mets derrière. » Puis il y en a un qui ont ajouté « Mais grâce aux technologies, ça va être encore mieux, parce que je vais être devant, mais avec le système que j'ai, je vais pouvoir regarder ce qu'ils font sans qu'ils le sachent. » Je peux vous dire qu'on va s'amuser dans les années à venir si on développe ce genre de système centralisé de surveillance de nos élèves. Michel Foucault n'est plus très loin.